Sarah Chouinard-Poirier, je vais lire l'histoire. Un matin, quelqu'un frappe à la porte. Il peut s'agir de l'agent des Indiens locaux, du prêtre de la paroisse ou encore d'un agent de la gendarmerie. L'autobus qui amène les enfants au pensionnat part ce matin. C'est le jour que les parents craignent le plus depuis longtemps. Même si les enfants ont été prévenus, les événements de ce matin constituent un choc. Les agents sont arrivés et les enfants doivent partir. Pendant plus d'un siècle, c'est ainsi que commence la vie de pensionnaires de dizaines de milliers d'enfants autochtones qui ont été arrachés à leurs parents, qui, pour la plupart du temps, ne laissaient pas partir leurs enfants que sous la menace de poursuites. Les enfants seront ensuite envoyés dans un endroit étrange et effrayant, dans lequel leurs parents et leur culture seront soumis à une véritable entreprise de dénigrement. Pour Frédéric Ernest Coe, tout a commencé lorsque le pasteur anglican et des membres de la gendarmerie lui ont annoncé qu'il devait quitter le matin même la maison de ses parents à Aklavik, dans les territoires du Nord-Ouest. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon père ou à mon frère Alan, ni de flatter mes chiens. Le jour du départ de Marlène Keyasas, pour le pensionnat de Lestock en Saskatchewan, ses parents l'ont conduite dans la ville de Wadena. Il y avait un gros camion, il y avait une porte à l'arrière et le camion était plein d'enfants. Le camion n'avait pas de fenêtre. Larry Béhardy a effectué en train le trajet de Churchill au Manitoba jusqu'au pensionnat anglican de Dauphin au Manitoba, un trajet de 1200 kilomètres. Dès qu'ils ont compris qu'ils avaient quitté leurs parents, les plus jeunes enfants commençaient à pleurer. Chaque fois que le train arrêtait, d'autres enfants montaient et commençaient à pleurer. J'appellerais ce train le train des larmes. Florence Horaci a été amenée au pensionnat de Fort Providence dans les territoires du Nord-Ouest dans un petit avion. En route vers le pensionnat, l'avion a fait des escales dans quelques petites communautés pour ramasser des élèves. Lorsque l'avion a décollé, il y avait 5 ou 6 enfants plus âgés. Ils ne pleuraient pas, mais ils avaient la larme à l'œil. Tous les autres pleuraient. Imaginez un avion rempli d'enfants qui pleurent. Je voulais pleurer moi aussi parce que mon frère pleurait, mais j'ai retenu mes larmes en le serrant contre moi. L'arrivée au pensionnat était souvent encore plus traumatisant que le départ de la maison ou le voyage. Les parents de Lily Bruce pleuraient lorsqu'ils l'ont laissée avec son frère au pensionnat d'Alert Bay en Colombie-Britannique. À Fort Chipewyan, dans le nord de l'Alberta, Vitaline Elsie Jenner s'est débattue pour rester avec sa mère. Je criais et dans ma langue maternelle, je disais « Mama, mama, Kayana Kassin », ce qui voulait dire « Maman, maman, ne me laisse pas ». Je parlais seulement le cri. La sœur nous a alors emmenés. Nellie Ninjewans a grandi à Hudson, en Ontario, et est allée au pensionnat de See You Look Out, en Ontario pendant les années 50 et 60. À notre arrivée, on devait signaler notre arrivée, et ensuite, ils nous coupaient les cheveux. Bernice Jack a été terrifiée lorsque ses cheveux ont été coupés à son arrivée au pensionnat dans les territoires du Nord-Ouest. Je voyais mes cheveux tomber, et je ne pouvais rien faire. Et j'avais peur que ma mère, je ne pensais pas à moi, mais à ma mère. Je me disais, maman va être vraiment fâchée, et June va être fâchée, et ce sera ma faute. Marthe Basile Coucou se rappelle avoir eu des frissons lorsque, pour la première fois, elle a vu le pensionnat de Pointe-Bleue au Québec. C'était quelque chose comme une journée grise. C'était une journée où il n'y avait pas de soleil. C'était l'impression que j'avais juste 6 ans. Puis par la suite, les religieuses nous ont séparés, mes frères, mon frère, puis mes oncles. Puis là, je ne comprenais plus. Puis ça a été une période là, de souffrance.
Des soirées en pleurs, on s'entassait ensemble dans un coin, c'est-à-dire qu'on se rassemblait, puis là, on pleurait. Nos soirées étaient comme ça. Pauline Saint-Onge a été traumatisée par la simple vue du pensionnat de Sept-Îles au Québec. Elle s'est débattue lorsque son père a tenté de l'amener au pensionnat. C'était là, dans ma tête d'enfant, j'ai dit « Tu me ferais rentrer là, mais j'apprends rien, rien, rien. » Campbell Papequash a été amené contre son gré au pensionnat en 1946. Après mon arrivée, ils ont pris mes vêtements et ils m'ont épouillée. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient, mais j'ai appris plus tard qu'ils m'épouillaient. Le sale sauvage, bon à rien et pouilleux. Roy Denny était perplexe et effrayé par les enfants que les prêtres et les religieuses portaient au pensionnat de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse. Nous avons été accueillis par un homme vêtu en noir et portant une longue soutane. J'ai appris plus tard que c'était le prêtre. Et les sœurs qui portaient des habits très noirs avec un collet très blanc et ce qui ressemblait à une cuirasse blanche. Calvin Milleron se souvient avoir été intimidé par la taille du pensionnat de Brandon au Manitoba. Le seul bâtiment que je connaissais à ce moment était la maison à un étage de ma famille. Quand je suis arrivée au pensionnat, j'ai vu ce bâtiment monstrueux et je n'avais jamais vu d'immeuble comme ça, aussi haut, aussi grand. Archie Hyacinthe a comparé cette expérience à celle d'être capturée. C'est à ce moment que le traumatisme a commencé pour moi, lorsque j'ai été séparée de ma sœur, de mes parents et de notre maison. Nous n'étions plus libres. C'était comme si, vous savez, on m'avait amenée dans un pays étranger, même si c'était le nôtre, notre pays, comme je l'ai compris plus tard. Lorsqu'elle est arrivée au pensionnat d'Amos, au Québec, pour la première fois, Margot Wild ne parlait pas français. Je me suis dit, comment est-ce que je vais m'exprimer? Comment est-ce que je vais faire pour faire comprendre aux autres ce que je veux dire? Et je voulais trouver mes sœurs pour leur demander de venir me chercher. Vous savez, c'est triste à dire, mais j'avais l'impression d'être captive. À leur arrivée au pensionnat, les élèves devaient souvent enlever leurs propres vêtements pour revêtir des vêtements fournis par l'établissement. Ils perdaient donc parfois des vêtements faits à la main qui avaient une valeur et une signification particulière pour eux. Murray Crowe a déclaré que les vêtements qu'ils avaient portés de la maison avaient été brûlés au pensionnat qu'ils fréquentaient dans le nord-ouest de l'Ontario. Lorsque la mère de Wilbur Abrahams l'a envoyé au pensionnat d'Allert Bay en Colombie-Britannique, elle lui a fait porter des vêtements neufs. Lorsqu'il est arrivé au pensionnat, on lui a demandé de remettre ses vêtements en échange de l'uniforme de l'école. Je n'ai jamais revu mes vêtements neufs. Il valait mieux ne pas poser de questions. Martin Nicolas, de Nelson House au Manitoba, a fréquenté le pensionnat de Pine Creek au Manitoba dans les années 1950. Ma mère m'avait fait porter des vêtements autochtones. Elle m'avait fait une veste en daim avec des franges. Et ma mère était très habile et j'étais fière de mes vêtements. Et lorsque je suis arrivée au pensionnat, je me souviens de cette première journée. Ils nous ont fait enlever nos vêtements. Le jour de son arrivée au pensionnat presbytérien de Kenora, en Ontario, Lorna Morgan portait de jolis mocassins ornés de motifs perlés que ma grand-mère m'avait fabriqués pour que je les porte à l'école, et j'en étais très fière. Elle affirme que les mocassins lui ont été enlevés et jetés à la poubelle. Gilles Petitquet a fréquenté le pensionnat de Pointe-Bleue et a été choqué de voir qu'un numéro était attribué à chaque élève. Je me souviens, là, le premier numéro que j'ai eu au pensionnat, ça a été 95. Je l'ai eu 1 an de temps, ce numéro-là, 95. Le deuxième numéro, ça a été le numéro 4. Je l'ai eu encore plus longtemps. Le troisième numéro, ça a été 56. Celui-là aussi, je l'ai gardé longtemps. On marchait avec des numéros.
Les frères aînés étaient séparés de leurs petits frères, les sœurs aînées étaient séparées de leurs petites sœurs, et les frères étaient séparés de leurs sœurs. Wilbur Abrahams gravissait les marches du pensionnat d'Allard Bay derrière ses sœurs. Il les suivait pour entrer à l'aile des filles du pensionnat lorsqu'il a senti qu'un membre du personnel lui saisissait l'oreille pour lui dire d'aller dans l'autre sens. J'ai toujours cru que mon courage m'a quitté à ce moment-là. Lorsque Peter Ross a commencé à aller au pensionnat de l'Immaculée Conception à Aklavik, dans les territoires du Nord-Ouest, il n'avait jamais été séparé de ses sœurs. Il a déclaré que pendant tout le temps qu'il a passé au pensionnat, il n'a pas pu leur parler jusqu'à Noël et les jours de fête catholiques. Daniel Nanouche se rappelle qu'il ne parlait à sa sœur que 4 fois par année au pensionnat de Wabasca en Alberta. Il y avait une clôture dans la cour. Personne n'avait le droit de s'approcher de la clôture. Les garçons jouaient d'un côté, les filles de l'autre. Personne ne pouvait se rendre à la clôture et parler aux filles à travers la clôture. Ce n'était pas possible. C'est seulement pour être avec sa sœur aînée que Bernice Jacks a voulu aller au pensionnat. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle a découvert qu'elle n'allait pas dormir dans le même dortoir. Lorsqu'elle se rendait au dortoir des filles plus âgées et qu'elle se glissait dans le lit de sa sœur, celle-ci la repoussait et lui disait de partir. Ma sœur ne m'avait jamais parlé comme ça avant. La sœur aînée de Hélène Kakekayash, a tenté de la réconforter lorsqu'elle est arrivée au pensionnat de McIntosh en Ontario. Elle se souvient qu'elle tentait de me parler et qu'elle recevait une fessée. Bernard Katchewe a déclaré que même si lui et sa sœur allaient tous les deux au pensionnat de Pine Creek, ils ne pouvaient pas communiquer. Je ne pouvais pas lui parler, je ne pouvais pas lui envoyer la main. Si on le faisait, une religieuse nous frappait la tête. À son 2e jour au pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique, Juliana Alexander est allée parler à son frère. Je me suis fait battre et on me disait « Reviens ici, tu ne peux pas aller là, tu ne peux pas lui parler, tu sais. » J'ai répondu « Oui, mais c'est mon frère. » Sortis de leur foyer, privés de leurs effets personnels et séparés de leurs frères et sœurs, les pensionnaires vivaient dans un monde dominé par la peur, la solitude et le manque d'affection. William Erney, qui a fréquenté le pensionnat de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse, se souvient que les premiers jours au pensionnat ont été terrifiants et déconcertants. Pendant ces quelques jours, il fallait apprendre, sinon on recevait un coup à la tête. Enfin, on apprenait tout. On apprenait à obéir. Une des règles qu'il ne fallait jamais enfreindre, c'était qu'il fallait obéir, et nous avions peur, très peur. Raymond Cottenknife se souvient que lorsqu'il allait au pensionnat d'Obema, en Alberta, il vivait dans la peur. Au sujet des années qu'il a passées dans 2 pensionnats différents au Manitoba, Timothy Anderson a dit « Chaque jour, on avait toujours peur. On espérait que ce ne serait pas à notre tour d'être la cible, la victime. Vous savez, on ne voulait pas subir aucune forme d'humiliation. » Shirley Waskiewicz a déclaré qu'à l'école maternelle au pensionnat catholique d'Onion Lake en Saskatchewan, « J'ai appris la peur, comment avoir si peur à 6 ans. La peur m'a été inculquée. » Au pensionnat de Fort Alexander au Manitoba, Patrick Bruyère pleurait pour s'endormir. Il y a quelques nuits, vous savez, je me souviens, vous savez, pendant lesquelles je me suis endormie en pleurant. J'imagine parce que je voulais voir ma mère et mon père. Ernest Bachman, qui est allé au pensionnat de Pine Creek, se souvient. J'étais trop seule et je pleurais beaucoup. Mon frère était avec moi et a dit que je pleurais beaucoup. Paul Dixon, qui a fréquenté des pensionnats au Québec et en Ontario, a déclaré que le soir, les enfants essayaient de pleurer en silence. Si un enfant était pris à pleurer, eh bien, tout le monde était dans le trouble. Betsy Anna Attack
a grandi dans Kangirsuk, dans le nord du Québec, dans la localité qui s'appelait alors Payne Bay. Lorsque ses parents n'étaient pas en mer, elle vivait dans une petite résidence dans la communauté. Quand quelqu'un commençait à pleurer, toutes les petites filles commençaient à pleurer, chacune d'entre nous. On n'avait pas toutes le même âge et on pleurait comme de petits chiots ou chiens pendant toute la nuit, jusqu'à ce qu'on finisse par s'endormir en s'ennuyant énormément de nos familles. Les élèves s'endurcissaient. Rick Gilbert se souvient du pensionnat de William Lake en Colombie-Britannique comme d'un endroit sans amour. Quand on se blessait, on se faisait battre ou quelque chose comme ça. Et quand on se mettait à pleurer, personne ne vous consolait. On s'assoyait simplement dans le coin pour pleurer et pleurer encore avant de finir par se lever et de continuer à faire ce qu'on devait faire. Nick Sibeston a été placé dans le pensionnat de Fort Providence dans les territoires du Nord-Ouest quand il avait 5 ans. Il se souvient que les pensionnaires se cachaient leurs émotions. Au pensionnat, on apprenait rapidement qu'il ne fallait pas pleurer. Si on pleurait, on se moquait de nous, on nous ridiculisait et on pouvait même être puni. Une ancienne élève a déclaré que pendant qu'elle allait au pensionnat de Sturgeon Landing en Saskatchewan, elle n'avait jamais vu, selon ses souvenirs, un membre du personnel sourire à un enfant. Jack Anawak a été pensionnaire à Chesterfield Inlet, dans ce qui est aujourd'hui le Nunavut, dans les années 1950, et il se souvient qu'il n'y avait aucune démonstration d'amour, aucun sentiment, seulement de la supervision. Lydia Ross, qui a fréquenté le pensionnat de Cross Lake au Manitoba, a déclaré « Si on pleurait, si on se faisait mal et qu'on pleurait et qu'il n'y avait personne pour nous prendre dans ses bras. » Stephen Kafkoui, qui a fréquenté Grolier Hall à Unuvik et le collège Grandin à Fort Smith dans les territoires du Nord-Ouest, a déclaré que ce manque de compassion se répercutait sur la façon dont les élèves se traitaient entre eux. Pas de câlins, rien, aucun réconfort. D'après moi, tout ce qui s'est passé dans les pensionnats a contribué à forger notre personnalité. On ne recevait jamais de câlins, alors il ne fallait pas compter sur nous pour en donner. Victoria McIntosh a déclaré que la vie au pensionnat de Fort Alexander au Manitoba lui a appris à ne faire confiance à personne. On apprenait à ne plus pleurer, on s'endurcissait. Et oui, on apprenait à ne plus rien montrer. Ces témoignages proviennent de déclarations faites par d'anciens élèves devant la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Ces événements se sont produits au Canada et sont de mémoire d'hommes. Comme les générations précédentes de pensionnaires, ces enfants ont été envoyés dans des pensionnats qui, la plupart du temps, étaient mal construits, mal entretenus, surpeuplés et insalubres, en plus de présenter d'importants risques d'incendie. De nombreux enfants étaient mal nourris et recevaient une éducation de piètre qualité et travaillaient trop fort. Pendant beaucoup trop de temps, le nombre de décès chez les enfants a été tragiquement élevé. La discipline était très rigoureuse et n'était soumise à aucun règlement. Les mauvais traitements étaient répandus et n'étaient pas signalés. Il s'agissait, dans le meilleur des cas, de négligence d'enfants institutionnalisés. Les gens qui ont construit, financé et exploité les écoles ont justifié de différentes façons cette intrusion destructrice dans la vie des familles autochtones. Avec ces écoles, ils souhaitaient que les enfants deviennent des agriculteurs et des épouses d'agriculteurs. Ils voulaient que les enfants abandonnent leurs identités autochtones et deviennent chrétiens. Ils craignaient que si ces enfants n'étaient pas éduqués, ils représentent une menace pour l'ordre social du pays. Les politiciens canadiens souhaitaient trouver une façon peu coûteuse de se désister de leurs engagements à long terme envers les peuples autochtones. Les églises chrétiennes souhaitaient que le gouvernement soutienne leurs efforts missionnaires. Les pensionnats s'inscrivaient dans l'effort de colonisation et de conversion des Autochtones et devaient civiliser et sauver ces enfants. Ce sont les raisonnements qui ont servi à justifier des gestes qui ont rendu autant d'enfants si malheureux.